en quoi cette région est différente des autres régions et là, ses propres spécificités. On verra ça par la suite. Donc, on va commencer du début. Donc, la guerre du Rif, qui a lieu entre 1910 et 1926. Rappelons-le qu'à cette époque, il y a eu une guerre entre l'Espagne et le Maroc, qui fut menée et le Rif plutôt, qui est la région du Maroc, qui fut menée par la personne que l'on peut voir sur les portraits brandis lors des manifestations, qui est le fameux Abdelkrim Khattabi. Donc, le 20 juillet 1921, il y a eu une bataille, la bataille Anouel, qui fut remportée par les Rifins. Donc à peu près un an après, plus précisément le 1er février 1922, la République confédérée des tribus du Rif voit le jour et Mohamed Karim El-Khattabi en devient le président tout en continuant de reconnaître le roi du Maroc. Donc il ancra la révolution dans une future révolution nationale marocaine ayant pour objectif de sortir à terme le monde musulman de la colonisation occidentale. Donc c'est là où une monnaie, un drapeau rifin ont pu voir le jour. En 1924, alors que l'Espagne ne comptait plus que Sebtam, Lilia, Assela El Arish dans les villes occupées, l'Espagne a décidé de lancer des bombardements chimiques dans cette région. C'est pour ça que cette région recense le plus grand nombre de malades de cancer au Maroc. Et c'est dommage que les autorités marocaines ne se sont jamais prononcées à ce sujet, officiellement. Donc maintenant, ils sont de comprendre de comprendre la gestion de la monarchie marocaine envers cette région. Pendant le règne de Mohamed V, 2 années après l'indépendance du Maroc et lors du soulèvement rifin, on a pu voir que Hassan II, alors il était héritier du titre de chef de l'état-major, secondé par Mohamed Oufkir, qui était à l'époque un ancien de l'armée française avant d'être général ensuite. Il décide de s'occuper de cette région en abattant une répression qui fut sanglante. Il y a eu des milliers de morts. Donc, il les a traités de tous les noms, de sauvages, etc. C'est là où la plaie a commencé à s'ouvrir. Donc, là, pourquoi il a décidé de faire ça? La raison était que c'était un complot imaginaire, je dirais. Là, je cite notre camarade Mohamed Ben Saïd Aïtidel du Parti Socialiste Unifié qui dit que c'est des choses qui ne s'oublient pas. C'est à partir de là que l'on a compris que les forces armées royales marocaines étaient devenues un instrument chargé de protéger le pouvoir en place et non de servir le peuple. Donc, et ça, on peut toujours le voir jusqu'ici présent. Donc, et c'est dans cette période que le fameux Tahrir de 1958 a vu le jour, qui fut abrogé en 1959. Donc voilà quelques dates clés pour mieux comprendre et analyser la situation de ce Hirak. Donc pour ce qui est de l'élément déclencheur, comme vous le savez tous, c'est la mort du martyr de ce Hirak, Mohsin Fikri. C'était le 28 octobre 2016, qui a déclenché une vague de protestations, que ce soit dans le Rif ou dans d'autres régions du Maroc, avec bien sûr un nombre minime par rapport à la région du Rif, mais pour soutenir ce Hirak. Donc rappelons-le que Mohsin Fikri plutôt, il était âgé d'une trentaine d'années. Il a été écrasé dans une benne à ordures, tout simplement parce qu'il tentait de s'opposer à la destruction de sa marchandise. C'était l'espadon. Donc on dit que l'espadon était interdit à la pêche à cette époque, mais on va se poser une question, comment l'espadon arrivait à... comment on pouvait... enfin, comment ce poisson était disponible dans le marché. Donc c'est là que la plaie de cette région s'est réouverte et que le Hirak a débuté. On va parler un peu des revendications qui sont tout à fait légitimes. Donc, grosso modo, cela a été fait dans une démarche participative. Personnellement, j'aurais préféré une démarche collective pour ce dossier. Donc, il y a eu des revendications politiques, culturelles, économiques, administratives et sociales. Commençons par les revendications politiques. Donc, c'est une sorte de revendication symbolique d'abroger le Dahir de 1958, même s'il a été abrogé en 1959, un an après. Lever le voile sur l'affaire des 5 personnes qui ont été tuées pendant les manifestations du 20 février 2011 à Al-Hoceima. Pour les revendications économiques, disons-le, il y avait un blocus économique de plus de 30 ans. Donc c'était lever le voile du blocus économique, de réduire le chômage, parce que cette région, plus que la majorité, pour ne pas dire 60% ou plus de 60% des jeunes sont en chômage, donc il n'y a pas de travail, ils ne font rien, et c'est catastrophique la situation là-bas. Pour ce qui est du social, c'est des revendications tout à fait simples. C'est la construction d'un hôpital,
d'un centre d'oncologie, puisqu'il y a beaucoup de malades de cancer là-bas, de dispensaires de proximité, aussi la création d'écoles, de lycées, une création d'une université, etc. Donc c'est tout à fait légitime de demander à ce qu'il y ait des écoles, des universités, des hôpitaux, etc. Pour ce qui est des revendications culturelles, c'est aussi basique que les revendications sociales. C'est la construction d'une bibliothèque provinciale, d'un centre culturel, d'un théâtre, d'un conservatoire. L'achèvement d'un projet qui avait commencé, c'est la création d'un musée au RIF, qui avait commencé à l'initiative de le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, bah, qui n'est toujours pas fini à l'heure actuelle. Pour ce qui est des revendications administratives, c'est les mêmes revendications que tous les Marocains ont. C'est de combattre la corruption qui y règne. Donc dans l'administration marocaine, il y a la corruption, il n'y a que la corruption. Les gens, pour demander des simples papiers, ils doivent donner de l'argent. Ou tout le processus, il est biaisé, il doit être remis en question. Et aussi adopter la langue amazigh comme langue officielle dans les administrations dans la région du Rif. Donc là, comment le Merzini il a réagi? Le Merzini, via son gouvernement, il a pu jouer ses premières cartes. Il faut savoir que le gouvernement marocain exécute à la lettre l'agenda et le projet du palais royal. Ni plus ni moins. Il a les mains liées, il ne peut rien faire. On sait tous que les pouvoirs ne sont, il n'y a pas de séparation de pouvoir législatif, exécutif, judiciaire, que le palais il a la main mise sur tous ses pouvoirs. Donc il n'y a pas vraiment de démocratie, loin de là. Donc cette première carte, c'était de sortir un communiqué officiel de cette coalition gouvernementale qui, rappelons-le, se constitue de 3 partis administratifs. Qu'est-ce qu'un parti administratif? C'est un parti qui fut créé dans un contexte pour contrer un autre parti par le palais royal, ni plus ni moins. Il y en a 4 au Maroc, on les connaît. C'est le Rassemblement national des indépendants, c'est le Mouvement populaire, Parti d'authenticité et modernité, ainsi que l'Union constitutionnelle. Donc ce sont les 4 partis administratifs du palais. Il y en a 3 dans ce gouvernement actuel. Il y a un parti, le parti des islamistes, qui arrive en tête, et un parti ex-communiste qui se dit socialiste maintenant, qui fait partie de cette coalition. Il y a un parti qui, vous le connaissez sans doute, c'est l'Union socialiste des forces populaires, qui était jadis une force d'opposition au règne marocain, au règne de Hassan II. Et à l'heure actuelle, il ne fait que jouer le rôle des autres partis administratifs, ni plus ni moins. Il n'est pas indépendant des agendas du palais royal. Donc, on peut voir que cette coalition est un peu bizarre. Des islamistes, des libéraux d'un côté, des gens qui se disent socialistes. C'est un peu comme le Tagine marocain, c'est un mélange de tout pour former une coalition gouvernementale. Donc, après la sortie de ce communiqué, ça a déplu aux gens du Hirak, aux manifestants du Hirak, même à une grande partie des Marocains. Donc il y a eu plus de protestations. Comment encore le gouvernement a décidé de contrer ça? Une semaine après le communiqué officiel, ils ont décidé de remettre en question leur communiqué en disant que non, on soutient la cause du Hirak et que toutes leurs revendications sont légitimes et qu'ils ne sont pas des séparatistes. Une semaine avant, ils ne disaient pas ça. Ils les accusaient de porter atteinte à l'unité et l'intégrité du territoire, du royaume en général. Donc, comment une semaine après, on peut changer d'avis aussi rapidement que ça? Donc, les médias, il y a aussi les médias qui ne sont pas indépendants au Maroc, dont les chaînes nationales qui ont beaucoup joué concernant l'influence du peuple à ce sujet. Donc, il faut savoir que, je vous donne un exemple, la première chaîne nationale du Maroc a décidé de montrer une scène de hooliganisme. C'était un match, un match de 2012, c'était une équipe locale, l'équipe locale de Hoceima, les supporters de l'équipe locale de Hoceima, les supporters d'une équipe casablancaise, qui est le Wydad de Casablanca. Donc il y avait la dégradation des biens, des matériels là-bas, des voitures, etc. Et ça s'est passé en 2012. Preuve à l'appui, il y a une vidéo sur YouTube qui montre que c'est la même vidéo qui a été diffusée dans la première chaîne nationale, qui montre que la date c'était 2012. Donc comment une première chaîne nationale peut se permettre de faire une erreur aussi grave? Tout le monde sait pourquoi, c'est juste pour influencer les gens, pour les accuser de séparatistes, pour isoler cette région et pouvoir mieux la contrôler. Donc, pour ce qui est de... Moi, j'ai vécu la marche nationale personnellement de l'Hirak, c'était le 20 juillet 2017. C'était la marche nationale, donc c'était interdit. Il y avait des communiqués qui interdisaient cette marche. Même les chaînes nationales ne parlaient pas du Hirak, sauf pour dire que la marche
était interdite, qu'il ne faut pas participer à cette manifestation. J'ai une petite anecdote, moi j'étais parti en voiture avec d'autres militants d'autres partis, avec un journaliste. On nous a arrêtés, on nous a arrêtés, des gendarmes nous ont arrêtés. On avait un drapeau, enfin une banderole où il y avait, on soutient la cause du Hirak, il y avait une photo du leader, soi-disant du Hirak, Nasser Zouzafi. Donc on allait nous prendre la voiture et bah, c'était garde à vue pour nous. Heureusement qu'il y avait un commandant de cette région qui était un ancien gauchiste qui est venu et qui nous a laissé quand même participer rentrer à Hoceima et participer à la manifestation. Comme quoi, on peut trouver toujours des gens qui font partie du système et qui sont sympathisants de ces valeurs. Donc, ce qui m'a le plus marqué concernant cette manifestation, c'est que on a beau dire que ce n'est pas pacifique, moi j'étais présent, le peu de gens, deux, trois personnes que j'ai vues qui voulaient lancer des pierres, tous les autres manifestants leur tournaient autour. En criant un slogan qui est Silmiya, c'est-à-dire pacifisme, pacifisme, et en les incitant à ne pas lancer de pierre. Donc il n'y a pas eu de dégradation concernant les forces de l'ordre, il n'y avait pas de confrontation, mais à l'inverse des forces de l'ordre, parce qu'il y avait des tirs de bombes fumigènes, ils tabassaient des femmes, des hommes, même moi, de ce que je sais, c'est quand on lance une bombe fumigène, c'est soit par terre, soit en haut. Alors que les policiers là-bas, c'était sur des personnes. D'ailleurs, on a eu la mort de Ahmed Tsabi, qui fut visé par une bombe fumigène. Il est mort quelques jours après à cause de cet incident. Ne parlons pas des blessés qu'il y avait aussi dans cette manifestation. Il y avait aussi, dans cette manifestation, on a pu voir des gens, petits, grands, femmes, hommes, il y avait de tout. Et même pour les gens qui ne pouvaient pas participer, ils nous aidaient, ils nous envoyaient de l'eau, des oignons parce que apparemment ça apaisait quand on reçoit des bombes fumigènes. Donc les gens, ils nous incitaient, ils nous disaient de rentrer chez eux, de se cacher chez eux. Ils nous donnaient de la nourriture, donc c'était incroyable. Il y avait tout le monde, il n'y avait pas une personne qui n'était pas dans ce hirak. Même si elle ne manifestait pas, de chez elle, elle nous aidait. Ce qui m'a aussi étonné, c'est que nous, quand on bloquait, par exemple, c'est un petit exemple, quand on bloquait les forces de l'ordre, les voitures des policiers, on mettait des pierres pour qu'ils ne puissent pas rentrer dans la manifestation, parce qu'ils l'ont divisé en plusieurs manifestations. Nous, on enlevait les pierres juste pour que les civils passaient ou pour que l'ambulance passait. Donc, ce que les forces de l'ordre ont fait, c'est qu'ils se sont cachés dans l'ambulance. Donc, on enlevait les pierres, ils rentraient et ils sortaient de l'ambulance pour nous attaquer. Donc, éthiquement parlant, c'est incroyable. Mais quand on voit les images, on croirait que ça s'est passé à Gaza et non pas au Rif. C'est aberrant. Concernant notre position du Parti Socialiste Unifié, pour nous, les revendications sont tout à fait légitimes. Mais pour nous, le problème, il est plus grand. Il n'est pas là. Il faut arriver à une certaine démocratisation de la société, à une certaine séparation des pouvoirs, comme j'ai dit tout à l'heure, du pouvoir judiciaire, exécutif et législatif. Et personnellement, pour moi, la création d'autres écoles, etc., pour moi, ce n'est pas la résolution du problème. Parce que c'est tout le système éducatif qui doit être remis en cause, qui est remis en cause et qui doit être changé. On nous inculque depuis notre plus jeune âge le régime patriarcal. Je vous donne un exemple. Dans les livres de lecture, quand c'est en CP, on lit que Fatima prépare à manger en attendant que son mari rentre du travail. Donc en fait, c'est tout le système éducatif qui doit être remis en cause, pas juste la création d'écoles, parce que ça ne donne rien jusqu'ici. Concernant... moi, hier, j'étais dans une conférence où il disait qu'il y avait toujours le hirak qui est toujours vivant. Il faut arrêter avec ça, parce que le hirak n'existe plus. Il faut le savoir, il n'y a plus, à l'heure actuelle, il n'y a plus de hirak. On parle simplement de la libération des détenus politiques, de tous les détenus politiques au Maroc. Donc, et c'est dommage, on a tendance à oublier les revendications qui étaient légitimes du hirak. C'est normal de se focaliser sur ça, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des revendications, l'essence même du hirak qui étaient ces revendications. Donc à l'heure actuelle, il n'y a plus vraiment de hirak. Et pour moi, concernant l'aide qu'il faut apporter à ce mouvement, on doit essayer de le renaître et de le propager dans toutes les régions du Maroc. Ce n'est pas l'aide financière, parce qu'en fait, l'aide financière ne fait qu'enfoncer les militants qui sont à l'heure actuelle emprisonnés. C'est là, on peut voir dans les accusations, théorie du complot, l'Algérie vous donne de l'argent, vous avez de l'argent de la Hollande, c'est le Polisario qui vous donne de l'argent, bref, c'est
des histoires insensées qu'on peut entendre. Donc pour moi, l'aide financière, les gens ont fait le hirak, c'était un mouvement spontané avec les moyens du bord. Donc il ne faut pas d'aide financière parce que ça ne fera qu'envenimer les choses. Pour moi, c'est une aide politique qu'il faut apporter à ces gens-là. Et bien sûr, il faut créer un front commun dans les pays démocratiques ou même au sein du Maroc avec les forces progressistes, les partis qui se disent démocratiques, etc. Afin déjà de faire pression sur le palais pour libérer les détenus politiques. Puisque le pouvoir judiciaire, le palais a la main mise sur le pouvoir judiciaire. Donc c'est lui qui contrôle tout, qu'on le veuille ou pas. Donc voilà pour la brève présentation. Après, je voudrais qu'on fasse une sorte de débat, qu'on puisse argumenter, que chacun nous donne son point de vue. Merci à vous d'avoir écouté.